Le PSG de Messi dompte City, Sheriff surprend le grand Real Madrid. Ronaldo héroïque, le Barça déchante le Bayern de rôle. Et puis on termine toujours par le football Ballon d'Or 2021 décerné le 29 novembre à venir. Nous recevons Henri Akodo, journaliste sportif. Henri, vous allez bien? Je me porte bien, Michel. Allez, on va parler de cette victoire lors de la deuxième journée de phase de poule de la Ligue européenne des champions. Et on a vu tout simplement un PSG qui est venu à bout de Manchester City. Un PSG très appliqué, très sérieux, très tranchant dans cette rencontre face à cette formation mancunienne qui était une équipe assez bien structurée, connue par un football chatoyant, plaisant, tourné vers l'avant. Et cette répétition générale qu'on a souvent l'habitude de voir quand cette équipe est en pleine prestation, avec des joueurs qui se sentent concernés, qui mettent en application la musique orchestrée par un certain Pep Guardiola, par le jeu court, dans les petits intervalles, dans les petits espaces, dans les petits périmètres. Ce 4-3-3 mis en place par Pep Guardiola avec ce trident offensif de devant, Raheem Sterling, sans oublier également Jack Grealish et bien évidemment Bernard et Riyad Mahrez. Et derrière ce trio offensif, ce triumvirat au milieu de terrain, composé de Rodri, Bernardo Silva et Kevin De Bruyne, le maestro, malgré la présence de 5 joueurs, malgré la possession qui était à l'actif de cette formation mancunienne, Citizens, cette équipe réussit à pouvoir être efficace dans les périmètres les plus importants de la pelouse, notamment les 7-50 offensifs. Et derrière, lorsque vous avez des occasions et que vous n'arrivez pas à marquer, ça renforce la confiance de l'adversaire. Le PSG qui a joué avec ses atouts, un 4-3-3 mis en place par Mauricio Pochettino également, avec cette sécurité défensive apportée par ce milieu de terrain parisien, et Marco Verratti, qui était bien évidemment la pointe basse de ce milieu à 3, et Idrissa Gana et Ander Herrera qui étaient devant lui, qui géraient les couvertures, mais également les sorties de balles, la récupération du ballon devant Lionel Andrés Messi, Kylian Mbappé et Neymar. On a vu quelques fulgurances de Kylian Mbappé sur les transitions rapides. On a vu également quelques initiatives de Lionel Messi avec ce jeu à 3 combiné avec cette recherche de la verticalité. On a constaté que les Parisiens ont mis en mal la défense mancunienne, surtout sur le premier but d'abord. Et on a constaté véritablement le cycle préférentiel aujourd'hui de cette équipe parisienne qui est reposée sur le côté droit avec Achraf Hakimi qui avait pris le couloir, le dédoublement avec Kylian Mbappé qui a centré en retrait et un joueur qui vient du deuxième rideau, notamment Idrissa Gana Gueye, qui s'est sublimé. Il a marqué ce premier but-là. Derrière, les Citizens ont essayé d'égaliser, mais les Parisiens ont été assez efficaces défensivement. Et quand ils ont eu des situations, ils n'ont pas hésité pour concrétiser. Je m'en vais pour preuve le second but qu'a marqué Lionel Messi. Le premier d'une kyrielle de but, bien évidemment, ce qui annonçait la date de péremption de Lionel Messi après son départ du Football Club Barcelone peuvent se rendre aujourd'hui à l'évidence que Lionel Messi demeure un grand joueur subtil, une malice espiègle, un joueur d'un grand art qui fascine les amoureux du football. En témoigne le but qu'il a marqué, accélération, combinaison avec Kylian Mbappé, qui a eu l'inspiration, qui a eu l'intuition géniale de lui remettre ce ballon en retrait, plat du pied, dans la lucarne d'Anderson. C'est tout simplement exceptionnel pour ce PSG-là, qui a assuré l'essentiel. Idrissa Gana Gueye, deuxième but en Ligue des Champions pour le Sénégalais aussi, qui est le maestro, surtout on peut le dire au niveau du milieu de terrain, qui stabilise ce milieu du Real Madrid et même l'équipe, ce milieu du PSG, j'allais dire, et même l'équipe tout entière du PSG. Certains peuvent me targuer d'être dithyrambique, trop élogieux envers le natif de Dakar, l'ancien pensionnaire de Diambars, mais je pense qu'il est bien évidemment aujourd'hui un monstre attitré de ce PSG-là. On n'a pas souvent l'occasion d'en parler,
on fait souvent le focus, on essaie d'attirer les projecteurs sur des internationaux européens, brésiliens, mais on minore parfois, on mésestime parfois les qualités des internationaux africains. Idrissa Gana Gueye est aujourd'hui, bien évidemment, cette figure tutélaire-là de ce PSG en ce début de saison, bien évidemment. Il est l'exemple parfait du footballeur africain qui peut apporter aujourd'hui à des grands clubs européens. Et donc, il a montré toute sa classe, toute son maestria dans cette rencontre, notamment sur le plan défensif. Il apporte une sécurité défensive dans la récupération, il ratisse les ballons, il court, il fait mal à l'adversaire, il étouffe les actions offensives de l'adversaire dans l'œuf par ses déplacements, par son punch, bien évidemment, ses anticipations qui cassent un peu les attaques de l'adversaire. Et il a fait ça mieux désormais. Idrissa Gana Gueye ne se résume plus à faire des travaux défensifs, ne se résume plus à fermer les couloirs de passe, les circuits de passe de l'adversaire, à gérer la couverture. Idrissa Gana Gueye, c'est aujourd'hui également un buteur. 2 buts en Champions League, 4 buts depuis le début de la saison. Quel joueur, c'est tout simplement exceptionnel pour l'ancien joueur lillois qui joue un rôle essentiel dans ce milieu de terrain parisien en ce début de saison. Je pense que le recrutement de Georginio Wijnaldum lui a fait un sacré bien, puisqu'il sait qu'il y a de la concurrence sur le banc et il s'est tout simplement sublimé. Aujourd'hui, il a une fierté pour tout le continent africain. Je crois qu'il va être à ce même degré d'intensité, répéter les efforts, enchaîner les matchs de haute gamme, de haute volée, de haute envergure sur tout le long de la saison pour pouvoir permettre à ce PSG-là d'être visiblement un sérieux candidat, un potentiel candidat à ce titre de la Champions League. On ne peut pas parler de Idrissa Gana Gueye et occulter, bien évidemment, la prestance, l'influence qu'a un autre joueur, Marco Verratti, dans cet effectif parisien. Si Idrissa Gana Gueye brille, c'est également en partie grâce à la forme de Marco Verratti, même diminué physiquement. Marco Verratti a été d'une activité exceptionnelle dans cette rencontre, notamment sur les sorties de balles. C'est un joueur qui est très intelligent également, qui est capable d'accélérer, de donner le tempo au jeu. Surtout, il a cette facilité déconcertante de se desserrer de l'auto. Vous l'avez vu sur plusieurs situations dans cette rencontre. Il avait plusieurs adversaires dans le dos sur le contre-pressing, mais il ne se gêne pas. Il a cette sérénité-là, il dégage cette confiance-là nécessaire qui influe positivement sur le jeu de toute l'équipe. Le collectif parisien n'est pas encore huilé, rodé, en place. Certes, il n'y a pas encore des repères, des automatismes dans tous les secteurs du jeu parisien, mais c'est quand même des signaux forts qui annoncent, bien évidemment, de très belles choses pour l'avenir. Alors, dans un groupe où on a le Real Madrid, l'Inter de Milan, le Shakhtar Donetsk et puis Sheriff FC, ce sont ces derniers qui créent la surprise. Ils ont 6 points et surtout, ils ont battu le Real de Madrid à domicile, 1 but contre 2. Les Moldaves, tout simplement impressionnant. C'était quand même l'abattement côté madrilène la fois dernière au stade Santiago Bernabéu. On s'attendait à ce que le Real Madrid brille de mille feux dans cette rencontre. On s'attendait à ce que les faisceaux lumineux puissent mettre en exergue les performances idylliques de ces Madrilènes-là. Mais on a vu autre chose. Ça, c'est le football. Une équipe moldave très structurée, en place, avec une bonne organisation sur le plan du jeu, sur le plan défensif, très costaud, avec des joueurs qui travaillent les uns pour les autres. Et devant, lorsqu'ils ont des situations, ils n'hésitent pas. Ils ont fait leur preuve face au Shakhtar Donetsk lors de la première journée. Ils ont enchaîné par une autre bonne performance face au Real Madrid. C'est exceptionnel. Dans cette équipe, on retrouve 2 internationaux africains, notamment le jeune milieu de terrain ghanéen Edmond Ado, qui a été convoqué d'ailleurs par un certain Milovan Radivac pour le match de la 3e, les matchs de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Ghana jouera face au Zimbabwe le 9 octobre au Cape Coast Stadium et avant de voyager sur Harare le 12 pour défier les Warriors toujours. C'est un joueur qui va faire du bien à ce collectif ghanéen-là
qui veut bien évidemment passer à autre chose après la défaite face à l'Afrique du Sud et le limonade de Charles Akonor. C'est pour dire que dans ces petites équipes également, il y a de ces talents, il y a de ces petites découvertes qui peuvent faire tomber les grosses écuries, notamment le Real Madrid. C'était l'abattement, la friction. À la fin de la rencontre, moi j'ai vu des joueurs madrilènes qui étaient tout simplement prostés sur la pelouse. Ça témoigne, ça augure du malaise au sein de cette formation après cette défaite. Ils ne s'y attendaient pas, mais c'est le football. Il va falloir que Carlos Ancelotti puisse trouver la bonne stratégie, la bonne carburation pour pouvoir véritablement remettre la machine en selle. Alors, Ronaldo Cristiano Aveiro, toujours égal à lui-même, il permet à Manchester United de battre au forceps, il faut le souligner, à Old Trafford, les sous-marins jaunes. Toujours Ronaldo, vous avez suivi cette rencontre? C'est Ronaldo qui sauve finalement Manchester United. Efficacité diabolique, phénoménale. Je n'ai plus d'adjectif pour qualifier un tel monstre. Cristiano Ronaldo, son 37e but, la fois dernière en Ligue des Champions, il demeure, il consolide sa première place en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Ligue européenne des champions. Cristiano Ronaldo, c'est tout simplement exceptionnel, des chiffres affolants qui témoignent de l'état d'esprit de ce joueur qui, au-delà de ses 37 ans, continue toujours par briller, continue toujours par attirer la couverture médiatique sur lui. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, même si certains pourront penser qu'il a pris un sacré coup de vieux, reste toujours un jeune dans l'âme, dans l'état d'esprit, dans la mentalité, sur le plan de la finesse également, puisque quand vous jouez au haut niveau à la 92e minute, en principe, vous devez être relâché. Ouais. Vous devez se laisser tout simplement, comment je pourrais le dire, parce que psychologiquement, bien évidemment, vous pouvez se laisser distraire, mais lui garde ce même niveau de concentration, ce même niveau d'exigence, et il l'attire comme une force d'attraction, ce ballon anodin, et il marque ce but pour sauver le Manchester United du cataclysme, puisqu'ils avaient perdu face au Young Bears. Ils devaient gagner face au Villarreal, qui a fait un match exceptionnel. Mais les Mancuniens, grâce à un certain Cristiano Ronaldo, ont su quand même tirer leur épingle du jeu. C'est une très bonne chose. Sur le plan comptable, ils reviennent aujourd'hui à hauteur de Villarreal. 3 points, c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas que ce résultat cache un peu les difficultés, les errances et les errements de cette formation mancunienne, puisque sur le plan de la production du jeu, sur le plan de l'organisation du jeu, ce 4-3-3 mis en place par Ole Gunnar Solskjaer n'a pas été rayonnant, n'a pas été flamboyant. Il va falloir trouver les bonnes stratégies, il va falloir que les joueurs des couloirs puissent varier le jeu. Tantôt Greenwood peut tenter quelques actions sporadiques pour perforer la ligne défensive adverse. Tantôt, Bruno Fernandes peut tenter également ces dribbles sautillants pour pouvoir exploser le bloc défensif adverse. Mais il va falloir trouver la cohésion, les automatismes nécessaires pour pouvoir véritablement espérer faire une très bonne campagne de Ligue des Champions cette saison, puisque depuis 2008, Manchester United n'a plus gagné de campagne de Ligue des Champions. 2008, c'était la dernière fois avec un certain Cristiano Ronaldo qui avait terminé meilleur buteur de la compétition. Peut-être que ce retour pourrait apporter cette rédemption, ce renouveau à cette formation du nord de l'Angleterre. Alors, à Lisbonne, c'est le Benfica qui écrit le FC Barcelone. Ça fait 0 points en 2 sorties pour les Blaugrana. Rien ne va dans la maison du FC Barcelone. La crise s'enlise. Le FC Barcelone prend des vagues incessantes. C'est tout simplement catastrophique. Ça fait mal de voir une équipe de cette trempe avec toute l'historiographie qu'on connaît à cette formation. Ça fait mal de la voir traverser des trous d'air, des vents contraires en ce moment. Une équipe complètement apathique, sans idée directrice, sans ingéniosité, sans créativité, avec des espaces béants dans la défense. La preuve, la sortie de Gérard Piqué, après 30 minutes de jeu, témoigne du malaise profond que traverse
cette formation catalane face à la formation de Benfica Lisbonne. Elle a souffert dans le jeu, surtout sur le plan de la possession. C'est ahurissant de voir une telle équipe souffrir au niveau de la possession, parce que c'est quand même l'ADN du FC Barcelone. Ces joueurs-là, le FC Barcelone, d'abord, ce sont des joueurs qui sortent du centre de formation et qui ont été nourris au biberon du beau jeu, du football flamboyant, du football champagne. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette idée directrice. Le milieu de terrain est en difficulté. Frenkie de Jong n'arrive pas à impacter positivement l'équipe. Il n'y a pas de solidité défensive. Les espaces sont quand même béants. Devant, il n'y a pas d'efficacité. Et face à une formation benfiquiste qui était déterminée, on ne pouvait que s'attendre à ce résultat. L'on pensait que la victoire de la dernière journée de la Liga face à la formation de Levante 3-0 était tout simplement préfigurait du renouveau de cette formation du FC Barcelone. On s'est rendu compte que c'était un hold-up qui s'est révélé éphémère finalement, puisque cette équipe-là n'est pas encore guérie de ses maux. Il va falloir trouver des solutions idoines. La difficulté aujourd'hui, c'est que comment arriver à mettre fin au contrat de Ronald Koeman, qui a quand même une part de responsabilité dans, en tout cas, au niveau dans les mauvaises performances de ce club. Mais il va falloir essayer de trouver une solution, mettre l'accent sur la formation. Il faut revoir la politique sportive du club et essayer de pouvoir repartir de bon pied. À l'Alliance Arena, c'est le Bayern de Munich qui atomise, c'est quelle équipe de Moscou d'ailleurs? Le Dynamo Kiev. Le Dynamo de Kiev, 5-0 Henri Akodo. La machine flegmatique, impitoyable du Bayern de Munich continue toujours sa marche en avant. C'est une équipe qui a une très bonne cohésion, une discipline tactique avérée et une efficacité assez saisissante. Quand vous avez dans votre formation un joueur comme Joshua Kimmich, très polyvalent, qui est capable de jouer dans le couloir droit, mais également à l'intérieur du jeu, qui aspire les adversaires. Quand vous avez un point de fixation comme Robert Lewandowski, qui est capable, de par ses faux appels, de pouvoir libérer les espaces pour les ailes de débordement, notamment Cesc Gnabry et le Roi Sané, vous ne pouvez qu'avoir cette prestation à l'expression collective très aboutie de cette équipe du Bayern Munich, coachée aujourd'hui par Julian Nagelsmann. C'était un récital face à la formation ukrainienne qui était dépourvue de ses joyaux rutilants, et face à une telle équipe de cette stature, notamment le Bayern de Munich, 5-1, je ne pense pas que c'est un score assez salé. Il pouvait en être pire pour la formation ukrainienne. Il faut saluer le doublé de Robert Lewandowski, le serial killer. Il grandit, c'est comme Lionel Messi, c'est comme Cristiano Ronaldo, mais il continue toujours par réaliser des performances de haute volée. C'est-à-dire que, bien évidemment, le vin, lorsqu'il grandit, se bonifie et, bien évidemment, est encore plus capiteux, est encore plus succulent. Donc, Robert Lewandowski, aujourd'hui, c'est quand même l'un des meilleurs attaquants de la planète. 41 buts en Bundesliga la saison dernière. Il continue sur sa bonne lancée. C'est une très bonne chose pour la formation allemande. Il y a Cesc Gnabry également qui a marqué, sans oublier le Roi Sané. Bien évidemment, Cesc Gnabry qui a marqué. Cesc Gnabry, c'est ce joueur-là qui apporte ce supplément sur le plan offensif, notamment sur le côté gauche. Sur le côté droit, c'est un gaucher, mais qui évolue sur le côté droit. Capable des enchaînements de très grande qualité. Il est capable, grâce à ses dribbles chaloupés, de pouvoir désactionner le bloc défensif adverse. Dans la percussion, il va vite. Il a cette bonne qualité gestuelle pour voir vite avant les autres. Le Roi Sané également, c'est son pendant sur le côté droit, bien évidemment, qui apporte énormément à ce collectif
mancunais et de munichois, j'allais dire, autant pour moi. Mais il faut surtout souligner, j'allais occulter la performance de Eric Massim Choupo-Moting, qui a marqué le dernier but. Bien évidemment, ça aurait été un crime de lèse-majesté. Moi l'Africain, moi qui aime les internationaux africains. Et surtout camerounais. Camerounais, bien évidemment. Et donc, Choupo-Moting, il faut saluer quand même la performance de ce joueur. Il est sur le banc, mais il se sent toujours concerné. Lorsqu'il rentre, il marque des buts. Il a quand même des statistiques assez intéressantes pour un joueur qui ne joue pas assez, mais à chaque fois quand il rentre, il est efficace. Il a marqué un doublé la fois dernière. C'est salutaire pour le Lion qui a en tête, bien évidemment, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec sa sélection. Allez, on va parler également du Ballon d'Or 2021 qui sera décerné le 29 novembre prochain. Alors, expliquez-nous un peu le Ballon d'Or, c'est quoi, c'est quelle récompense et qui le mérite, Henri Akodo? Le Ballon d'Or, c'est le Graal final qui récompense le meilleur joueur sur l'année civile. Bien évidemment, c'est une récompense qui est octroyée par le magazine français, France Football, qui à un moment donné a eu à s'associer avec la FIFA pour synchroniser ce prix. Mais entre-temps, le magazine a retiré cette estirpé dans ce partenariat-là et organise seul cette distinction. Et il faut rappeler que plusieurs grands joueurs ont eu à s'adjuger de cette récompense qui, bien évidemment, illustre les performances des grands joueurs, notamment Michel Platini, Marco Van Basten, qui l'a remporté à 4 reprises, Lionel Andrés Messi, bien évidemment, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, sans oublier également Raymond Kopa, l'ancien international français, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Ronaldo, pour ne citer que ceux-là. Donc ce prix est décerné aux meilleurs joueurs sur l'année civile. Et ce sont les journalistes, 180 journalistes, qui décernent, qui élisent, qui votent pour élire le meilleur joueur de l'année. Et sur le plan du Ballon d'Or masculin. Parce qu'il faut rappeler également que depuis quelques années, la distinction, elle est également décernée au football féminin, notamment à Megan Rapinoe, qui reste la dernière joueuse à l'avoir remportée. Ce sont 50 journalistes spécialistes du football féminin qui passent au vote également sur la base des performances individuelles d'abord et collectives de ces joueurs et joueuses-là. Donc, pour la saison dernière, la distinction, elle a été mise sous éteignoir compte tenu du contexte sanitaire de la Covid-19. Cette année, France Football a décidé de les octroyer à nouveau, parce qu'on parle du Ballon d'Or féminin et masculin et féminin. Et la cérémonie aura lieu le 29 octobre au château du Châtelet, bien évidemment. Et avant, justement, l'épilogue même de ce processus qui vient d'être débuté, il y aura quand même l'annonce des 30 joueurs nominés pour le Ballon d'Or masculin à partir de début octobre, bien évidemment, et l'annonce des 20 joueuses nominées sur le plan féminin. Alors, qui le mérite selon vous, journaliste sportif Henri Akodo, cette saison, le trio final? Vous misez sur qui et qui? Il faut quand même préciser que le vote se fait sur la base des convictions personnelles. Et donc, pour moi, même si je ne fais pas partie de ceux qui vont voter pour ces prestigieux, pour ces récompenses, bien évidemment, je peux dire que sur le plan masculin, c'est quand même Jorginho, l'Italien, qui a fait une très bonne Coupe d'Europe avec la Nazionale, vainqueur de cette Coupe d'Europe-là. Mais avant, il avait remporté également la Ligue des Champions avec Chelsea. Jorginho, au milieu de terrain très intelligent, bonne vision de jeu, bon pied et avec une certaine aisance technique, beaucoup d'agilité technique. Je pense qu'il peut prétendre remporter ce prix, même si souvent les milieux de terrain
surtout défensifs, ne sont pas mis en exergue. À part lui, comment ne pas parler d'un certain Lionel Andrés Messi, même si la saison dernière n'a pas remporté de titre collectif avec le FC Barcelone, il est quand même l'un des potentiels candidats à ce ballon d'or-là. Et sans doute également notre cher ami Cristiano Ronaldo, quoi qu'on puisse dire, même si certains auraient pensé que Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland peuvent quand même prétendre mettre fin à l'hégémonie de ce duopole, notamment Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, sur l'année civile. Ce sont des joueurs qui ont fait des performances de façon sporadique, mais il y a certaines considérations qui rentrent en ligne de mire. Et à ce niveau-là, ce sont ces 3 joueurs-là pour moi qui vont finir dans le trio à la fin de ce trophée. Ça, c'est le choix d'Henri Akodo. On verra au soir du 29 novembre. Merci beaucoup à vous, Henri Akodo, journaliste. On va donc marquer la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités pour Regard Croisé.